Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence midi du mois de décembre qui est organisée par le regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. Donc, ce midi, on reçoit Janie Bussière qui vient nous entretenir sur l'intervention auprès des personnes qui souffrent de dépendance à la pornographie. Donc, on vous remercie d'être présent et présente à cette activité-là. Janie va faire sa présentation, puis après ça, on va prendre les questions là, à la fin de la présentation comme telle. Pour vous dire que aussi la présentation est enregistrée. À la suite de l'activité, dans quelques jours, on va vous envoyer un courriel aussi pour vous transmettre le document de présentation, le lien vers l'enregistrement, puis ensuite de tout ça, un petit sondage d'appréciation de l'activité. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jeannie Bussière, sexologue. Bonjour tout le monde. Euh, moi, c'est Jeanne Bussière, je suis sexologue. Juste vous donner quelques petits avertissements là, avant qu'on commence. Ça se peut qu'il y ait des petits bruits. Mon chien est dans la même pièce que moi, il veut pas être ailleurs. Fait que si jamais là, à tous être un peu vieille, là, je peux essayer de la faire pour ça si ça dérange des gens, là, mais ça se peut qu'il y ait des petits bruits là, par là-bas qui se font entendre. Comme Pierre l'a dit, je suis sexologue. Moi, j'ai commencé à travailler au CRHM en premier. Fait que j'ai été formée pour travailler avec les hommes, principalement en commençant mon parcours. J'ai fait mon stage au CRHM. J'ai commencé, ça a été mon premier emploi en intervention. Euh, Puis de ça, ça m'a amené à avoir une spécialisation quand je suis partie plus au privé, quand je suis partie plus dans quelque chose qui est en lien avec la sexologie, à travailler beaucoup plus avec les hommes, puis de me rendre compte que la pornographie, c'était quand même un enjeu qui était euh, très, très présent, mais qui avait pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de formation. Tu sais, même moi, essayer de me former pour travailler, pour trouver des informations sur la dépendance à la pornographie, c'était particulièrement difficile. J'ai fait beaucoup d'autodidactes, des livres, puis des recherches, puis de la littérature scientifique parce que des formations précises pour ça, j'en trouvais pas, ou des gens spécialisés là-dedans qui offraient peut-être des colloques ou des choses comme ça. Je trouvais vraiment pas grand-chose. Euh, je vais vous commencer le PowerPoint tout de suite. Dans le fond, euh, d'où la première chose par laquelle je voulais commencer aujourd'hui, où en est la science par rapport à ça, parce qu'on a un petit peu de difficulté, selon moi, à avoir comme leur juste un peu. Il y a des gens qui considèrent que c'est une dépendance, il y en a d'autres que non. Il y en a qui vont le rentrer dans le problème d'hypersexualité, mais est-ce que ça concorde réellement avec les critères, les caractéristiques que ça prend dans le DSM-5 ou dans le CIM-10 pour pouvoir donner un diagnostic? Est-ce que ça fit? Puis là, si ça, c'est pas reconnu par la PA ou par ces choses-là, ben, est-ce qu'on peut réellement, nous, en intervention, ou même les psychothérapeutes, psychiatres, tout ça, traiter ça? Est-ce que ça va pas à l'encontre un petit peu de ce qu'on doit faire si on fait partie d'un ordre professionnel, des travailleurs sociaux aussi? Fait que c'est vraiment mélangé. Il y a plein d'affaires. C'est pas reconnu. Il y en a qui le travaillent, il y en a qui se spécialisent là-dedans. C'est vraiment un beau gros bordel là, qui est tout mélangé ensemble. Je me suis intéressée un petit peu à aller voir, mais pourquoi c'est pas reconnu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la communauté scientifique elle a de la difficulté à s'entendre sur euh, qu'est-ce qui se passe, puis on en est où par rapport à la dépendance à la pornographie. Parce que moi, j'arrivais à trouver beaucoup, beaucoup d'informations au niveau de la littérature scientifique depuis les 25-30 dernières années qui sont faites à propos de ça. Une chose qui est beaucoup revenue dans ce que je recherchais un peu, puis si vous travaillez avec les hommes, peut-être que vous avez remarqué ça aussi, mais les enjeux de dépendance à la pornographie, ça apporte une certaine euh, les hommes qui consomment de la pornographie, ça va forger un petit peu leurs idées de c'est quoi la sexualité. Puis dans la pornographie, la place de la femme, puis la manière dont la femme est représentée, c'est pas super, c'est pas la meilleure affaire qu'on a faite jusqu'à maintenant. Fait que ça nous amène un petit peu à voir est-ce qu'en nommant ça comme étant une dépendance, on vient pas déresponsabiliser les hommes d'un problème qui est un petit peu plus qui serait selon les choses que j'ai lues du moins là, plus un problème qui est dirigé puis qui est subi par les femmes. Fait qu'il y a comme cette espèce d'enjeu-là là, de se lancer la balle de c'est un problème de femme ou c'est un problème d'homme, alors que de par expérience, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance
Puis il pourrait avoir beaucoup de prévention qui soit fait pour éviter cette souffrance-là chez les hommes et chez les femmes, si on prenait en considération que c'est quelque chose de très addictif puis qu'on éduquait les gens un petit peu plus par rapport à ça. Fait que, comme j'ai dit ici, manque de services, manque de formation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des gens dans vos pratiques ou dans vos milieux qui cherchaient des références pour ça, mais c'est extrêmement difficile de trouver un professionnel qui prend en charge quelqu'un qui considère avoir des enjeux avec la pornographie. C'est aussi vraiment difficile. Les organismes, je sais qu'il y a le CRDM, mais le CRDM, moi, plusieurs fois, j'ai été en contact avec eux, ils prennent pas ça en charge. Ils font de la cyberdépendance, mais la dépendance à la pornographie, comme justement, c'est pas dans le DSM, c'est pas quelque chose qui est considéré par la communauté scientifique comme étant un diagnostic. Ils préfèrent pas s'aventurer là-dedans. Ils n'ont pas de programme par rapport à ça. Il y en a eu quelques-uns dans les CLSC. Il y a un endroit en Estrie qui fait un groupe pour ça. Ils l'offrent en visioconférence, mais eux, j'ai pas pu être en contact avec eux. Mais ouais, fait qu'on a vraiment de la misère à trouver des services puis à se former en tant que professionnel par rapport à la dépendance à la pornographie. Mais moi, dans ma pratique, je continue à avoir plein de gens qui viennent me voir parce qu'ils souffrent de ça puis ils ont vraiment de la difficulté à comprendre comment se sortir de ça. Comme je disais tantôt, la science nous a donné au moins 20 ans d'études très, très étoffées qui nous permettent de bien voir que c'est très, très documenté, qu'il y a des impacts de la pornographie sur la santé sexuelle, puis que c'est majoritairement des hommes. S'il y avait une reconnaissance, je pense que la première grande étape, on a vu toutes les, les campagnes là, qui sont faites des fois par le gouvernement. Là, je sais pas si vous avez vu ça aussi quand vous étiez plus jeune, mais là, il y avait la drogue, là, il lançait un œuf dans un chaudron, là, puis il disait This is your brain on drug. On a tout fait ça avec l'alcool, la cigarette, texter au volant, il y a des on a vraiment, vraiment plusieurs choses de prévention comme ça qui sont faites dans les écoles, mais la pornographie, il y a vraiment une résistance. On a de la difficulté à s'ouvrir là-dessus puis à se dire, écoute, il faudrait qu'on parle ouvertement de cette sexualité-là, de cette forme de consommation-là, parce que les jeunes sont de plus en plus exposés à tout ce qui est sexualité via des plateformes TikTok. Tu peux avoir directement un lien vers un OnlyFans ou vers des femmes qui vont promouvoir ça sur leur plateforme. Fait que les jeunes sont directement exposés à ces contenus-là. On peut mettre ça de côté pour mieux voir. Là, pour le bien de la présentation, je vais majoritairement parler des hommes parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les hommes. Puis, c'est ce qui ressort le plus. C'est un homme sur 5 qui présente des symptômes de dépendance à la pornographie versus une femme sur 20. Fait que, il y a des femmes, ça affecte certaines femmes aussi, cet enjeu-là de dépendance à la pornographie, mais généralement, on va le voir de manière très, très intense et flagrante chez les hommes. Une grande raison pour ça, c'est que les femmes vont avoir un contact avec la sexualité qui est beaucoup plus tard, mais les hommes, eux, ils ont la moyenne d'âge, selon les études, c'est 13 ans. Par expérience clinique jusqu'à maintenant, moi, j'ai vu du 10 à 13 ans facilement. Fait que la médiane, ça doit être 13, mais il y a des hommes, là, 10, 11 ans, 9 ans même des fois, qui ont des premiers accès à de la pornographie, puis c'est pas nécessairement parce que ça va pas bien ou tout est installé à la maison ou peu importe. Souvent, c'est je suis tombée là-dessus avec mes amis parce qu'on a écrit ça sur Google. Puis là, c'est ça qui est sorti. Puis j'ai commencé à regarder ça. Puis là, au début, c'était drôle, mais après ça, là, j'en regardais chez nous parce que j'essayais de comprendre. Fait qu'on est dans des moments assez importants, assez pivots là, du développement quand les gens ils commencent à consommer, quand les hommes commencent à consommer. Après, on avait de la difficulté à voir, mais ça a-t-il des impacts? Au-delà du développement psychologique, y a-t-il des impacts sur la sexualité avec les gens, la libido, les érections, le fonctionnement sexuel? Puis, il y a plusieurs études, puis là, j'en ai cité une comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup qui vont rapporter chez les hommes de 16 à 25 ans une diminution de libido avec l'utilisation de la pornographie environ 1 à 2 fois par semaine. Ce qui est quand même énorme. Puis on voit une diminution flagrante de l'envie des hommes entre 16 et 30 ans à peu près d'avoir des contacts sexuels avec un ou une partenaire réelle. La motivation que ça prend, la séduction, aller vers l'autre, sortir, rencontrer des nouvelles personnes, toutes ces étapes-là, ils démotivent beaucoup les jeunes de cette tranche d'âge-là. Puis dans une autre étude qu'ils ont fait, ils ont essayé de voir
est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que, mettons, tu sais, on parle de diminution de libido, est-ce qu'il y a eu une augmentation de diagnostic d'anxiété, de diagnostic au niveau de l'obésité et de la santé? Y a-t-il d'autres facteurs euh, dans l'environnement qui pourraient affecter la libido? Mais nous, on a un billet parce qu'on dit que c'est la pornographie, mettons. Puis ils ont vraiment rien trouvé dans les 10 dernières années qui a changé assez significativement pour être capable de trouver un, sauf la consommation de pornographie, là, particulièrement en images, là, parce qu'avant, il y avait les livres, les choses comme ça, mais là, les vidéos, c'est vraiment un autre, l'accès à des vidéos, là, c'est vraiment un autre step, là, par rapport à tout ce qui est dépendance puis à consommation, là. Raisons pour consommer, il y a 4 grandes raisons, généralement, qui sont auto-rapportées. Euh, Particulièrement chez les jeunes, justement, qui vont commencer vers l'âge de 10, 11, 12, 13 ans. Les hommes rapportent que les 4 premières raisons pourquoi ils ont commencé à consommer, pour certains, c'était diminuer l'anxiété, parce que quand il y a un orgasme, quand il y a une éjaculation, il y a un soulagement de l'anxiété. Pour d'autres, c'était d'aller chercher comme une dose de dopamine, ça les rendait vraiment excités, puis ça créait une sensation de relâchement qui était vraiment intéressante. Euh, la dopamine, c'est un petit piège ici. On va le voir, là, je suis pas non plus spécialiste des hormones ou de ces choses-là, là, mais au niveau de la dopamine, il y a 4 grandes choses qui peuvent déclencher l'hormone de dopamine: la surprise, la violation des attentes, l'anxiété, puis la recherche. Dopamine, c'est beaucoup un hormone de recherche. Puis, quand on augmente un peu la recherche de dopamine, ben ça se peut que là, si on mélange ça avec diminuer l'anxiété, mais on mélange un peu l'excitation sexuelle puis l'anxiété ensemble. Fait que là, est-ce que je me masturbe ou est-ce que je regarde la pornographie parce que je suis excitée sexuellement puis je veux me décharger, ou c'est parce que je vis de l'anxiété puis j'ai intégré mon excitation comme étant j'ai intégré mon anxiété comme étant de l'excitation sexuelle parce que ça m'apporte de la dopamine. Ce que ça fait aussi, ça, c'est que ça amène le besoin d'aller tout le temps plus loin. Parce que comme j'ai de la difficulté à pas confondre les deux, mais je vais chercher euh, à trouver quelque chose qui va être encore plus excitant, qui va m'amener encore plus de dopamine, plus de plaisir, puis je vais pouvoir continuer là-dessus vraiment longtemps. Fait que c'est une pente vraiment glissante quand on commence à aller chercher ça. Je pense aux gens qui sont neurodivergents aussi, TDAH, on va voir beaucoup de gens TDAH qui vont aller chercher de la dopamine comme ça. C'est facile, c'est rapide, c'est stimulant directement, surtout quand on parle de vidéos. C'est vraiment pas la même chose avec comme je disais, les revues, les livres, tout ça, mais quand on parle de vidéos, là, ça va être vraiment rapide. La découverte sexuelle, comme je disais tantôt, euh, on entend souvent des histoires de même, là, une gang de gars qui avaient comme 10, 11 ans, puis quelqu'un leur a parlé de seins, ils ont commencé à voir ça dans les films, ou puis là, ils ont écrit ça sur Google, ils ont trouvé ça, puis ils vont aller chercher une certaine éducation sexuelle. C'est pas tous les milieux qui sont ouverts, c'est pas tous les endroits où ils peuvent parler de ça. Fait qu'ils vont aller découvrir un peu cette sexualité-là à travers la pornographie. Puis, il y a bien évidemment l'excitation sexuelle. Fait que c'est les 4 grandes raisons pour consommer que les hommes ont auto-rapporté euh, dans les différentes recherches. Ce qui est compliqué avec la porno, justement, la dépendance à ça, c'est qu'il y a un aspect psychologique, évidemment, comme dans toutes sortes de formes de dépendance, mais il y a un aspect physiologique qui est très, très important. Parce que ça ne veut pas dire que la personne qui a commencé à consommer ça à 11 ans, elle avait nécessairement un besoin de gérer une émotion quelconque. Peut-être qu'après, ça a été utilisé comme une stratégie d'adaptation ou un outil de gestion des émotions, mais à la base, si c'était juste pour de la découverte sexuelle, ça reste quand même quelque chose de super addictif, comme quelqu'un qui commencerait à fumer la cigarette, par exemple. Mais tu sais, mettons, à 10 ans, j'ai pris ma première cigarette, ben oui, la cigarette devient un outil à long terme, une stratégie d'adaptation pour quand je vis du stress, quand je fais des choses quand je sens que mes émotions sont un peu tout croche, j'ai de l'irritabilité, je me sens pas bien, je vais fumer une cigarette, ça va m'aider. Fait oui, ça le devient, mais est-ce qu'on peut vraiment euh, trouver une cause spécifique à, OK, ben oui, tu utilisais ça pour gérer ton anxiété, fait que si on gère l'anxiété, tu vas arrêter d'être dépendant à la pornographie ou tu vas être capable de diminuer ça.
parce que on a vraiment de la misère à trouver ça vient d'où. Tu sais, des fois, moi, j'ai eu des clients, justement, on cherche, puis on cherche, puis on cherche, puis ils en ont des stratégies d'adaptation, sont bons, ils gèrent leur anxiété, ils font du sport, ils ont un mode de vie qui leur convient vraiment bien, mais ils sont pas capables d'arrêter. Fait que c'est des ça rend ça encore plus difficile parce qu'ils n'ont pas, ils ont comme pas de raison d'arrêter, mais ça leur cause de la détresse. Fait, faut vraiment prendre en considération l'aspect physiologique, considérant l'âge à laquelle les hommes vont commencer à consommer de la pornographie. Euh, je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le concept de super normal stimuli ou de supra stimuli. C'est Timbergen ou Gun, je sais pas comment prononcer son nom, mais lui, il a fait des études un petit peu où est-ce qu'il présentait à des singes, il l'a fait avec des scarabées aussi, des modèles, euh, des photos. Les scarabées, c'était comme des bouteilles de bière, puis les singes, c'était des photos. Puis c'était des photos de singes, justement, qui étaient vraiment c'était le modèle de singe qui était il y avait mettons les singes que c'est les fesses qui deviennent plus rouges, ben les fesses étaient très gorgées, étaient très rouges, puis les singes essayaient de se reproduire avec les images au lieu de se reproduire avec les autres femelles singes qui étaient prêtes à la reproduction. Fait qu'ils avaient l'impression qu'ils s'étaient reproduits avec le meilleur élément de reproductif, mais finalement, ils se sont reproduits avec des images ou les scarabées avec des bouteilles de bière parce que c'est ça qui assurait un peu leur descendance, là, si on veut. C'est peut-être plus complexe que ça avec les humains, mais de ça, on est venu son concept de super normal stimuli, qui est un stimuli qui exagère les traits de quelque chose qui est déjà extrêmement désirable pour les gens. La pornographie, elle agit un petit peu comme ça. Quand on parlait des hommes qui ont entre 16 et 25 ans, qui ont une diminution de libido ou un manque d'intérêt d'aller vers des partenaires à faire, mais la séduction, rencontrer des nouvelles personnes, s'ouvrir, être vulnérable, tout le travail qu'il y a à faire d'aller vers quelqu'un d'autre, ça demande beaucoup plus d'efforts que d'ouvrir son ordinateur puis d'avoir exactement qu'est-ce qu'on veut. On veut une personne qui fait telle action, qui dit jamais non, qui a les cheveux de telle couleur, qui a le corps de telle manière. On est tous capables de trouver là-dessus. Fait que ça demande très, très peu d'efforts, mais en même temps, ça offre un stimuli qui est beaucoup plus fort que le stimuli qu'on aurait de rencontrer quelqu'un, surtout quand on a la comparaison depuis très, très jeune. Vient ensuite de ça l'effet Coolidge, qui est l'effet de nouveauté, en fait, qu'on pourrait plutôt l'appeler. L'effet Coolidge, là, c'est la recherche qui a été faite là-dessus, c'est qu'ils ont présenté des rats. Puis là, il y avait un rat mâle qui avait plusieurs femelles. Puis quand les femelles y arrivaient, ben, ils se reproduisaient avec les femelles, ils se reproduisaient jusqu'à un certain temps. Puis après ça, peu importe à quel point on voulait qu'ils se reproduisent avec les femelles ou ce qu'on faisait aux femelles, ils voulaient plus rien savoir des femelles. Puis après ça, tranquillement, pas vite, on introduisait une nouvelle femelle, puis du moment qu'on introduisait une nouvelle femelle, ils voulaient se reproduire. Fait qu'on a vu la même chose avec des hommes, où est-ce qu'on a, il y a des outils là, en recherche où est-ce qu'ils mettent autour du pénis, puis ils prennent la circonférence du pénis pour gager un petit peu l'excitation. Puis ils ont présenté plusieurs fois le même film, les mêmes images à des hommes. Puis après au début la circonférence est quand même grande autour du pénis. Puis après ça, plus ça va, plus la circonférence ça devient plus normale, puis elle diminue un peu. Puis à travers ça, après l'avoir présenté plusieurs fois, on ajoute des nouvelles images. Fait qu'on conserve la même séquence, mais on ajoute des nouvelles images ou des nouvelles portions de vidéo. Puis on voyait qu'à ce moment-là, quand il y avait des nouvelles images qui étaient insérées, on voyait une augmentation de la circonférence au niveau du pénis. Fait que la pornographie, ça fait ça un petit peu. Surtout qu'on peut avoir tout ce qu'on veut tout le temps. Fait qu'il y a l'effet de nouveauté qui est important à prendre en considération. Puis tout ça mis ensemble, ça nous mène un petit peu à un jackpot évolutionnaire parce que se reproduire, c'est un besoin évolutif. On a envie de se reproduire, on a envie d'avoir de la sexualité pour des raisons. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Là. On n'est pas des hommes de Cro-Magnon. On n'a pas besoin de faire survivre notre tribu, mais il reste quand même des résidus de ça. Puis dans la reproduction, ben là, le message que ça l'envoie au cerveau, c'est
yes, tu as besoin de faire aucun effort, puis tu peux surconsommer quelque chose qui est nécessaire à ta survie. Fait que c'est incroyable. Quand la dopamine elle va dans ce sens-là, puis qu'on en donne une grande quantité, il y a quand même des hormones qui essaient de venir balancer ça pour dire, hey, ouais, on n'est pas supposé surconsommer autant, par exemple. C'est la même chose avec la nourriture. L'hormone va dire, hey, oh, ça s'appelle le CREB, cette hormone-là. Puis, ça met comme un stop. Mais ça a un couteau à double tranchant avec la pornographie parce que quand l'hormone vient dire, hey, wow, me semble, on n'est pas supposé d'avoir autant de cette stimulation-là, puis c'est pas supposé nous donner autant de dopamine, on dépasse un peu, ben là, pour aller chercher encore plus fort ou pour continuer à être capable de retrouver cette excitation-là ou cette dopamine-là, ben c'est là que les hommes ou les gens qui consomment la pornographie vont aller de plus en plus loin, puis de plus en plus loin dans leur consommation, quitte à écouter des choses qui sont même pas excitantes pour eux au final, mais qui apportent du tabou. Comme je disais tantôt avec la dopamine, ben, il y a une violation des attentes, il y a une recherche aussi. Fait qu'on va toujours aller plus loin, plus loin, plus loin pour être capable de contrer ce penchant-là. Puis plus on a besoin de faire ça, plus nos activités quotidiennes sont affectées. Parce que si je vais vraiment loin dans aller chercher de la dopamine, ben, aller au cinéma avec mes amis, là, ça a l'air pas mal moins fun que de rester chez moi puis de chercher des nouvelles vidéos, des nouvelles images, puis de continuer à essayer de stimuler cette dopamine-là que mon corps essaie lui-même d'arrêter puis de diminuer. Fait que l'aspect physiologique de la dépendance à la pornographie est vraiment, vraiment important à prendre en considération quand on discute un peu avec les gens. Fait que de voir je le nomme souvent, moi je vérifie un peu tout le temps, dans leurs activités quotidiennes, comment ils se sentent. Est-ce que l'ennui, c'est quelque chose qui est souvent là? Est-ce qu'ils trouvent ça vraiment difficile d'avoir de l'énergie pour faire des activités quotidiennes comme du ménage ou des choses qui seraient qui leur permettraient justement d'aller chercher de la dopamine par avoir des objectifs puis remplir des étapes pour atteindre ces objectifs-là. Dans ce qu'on fait jusqu'à maintenant, puis c'est un petit fun fact, moi je le nomme tout le temps aux gens, là, ils ont des propriétés similaires aux opioïdes. Fait que dans plusieurs recherches, quand on a évalué le cerveau avec la consommation de pornographie, on a pu faire des liens sur les endroits dans le cerveau qui étaient stimulés, qui étaient similaires aux gens qui consomment de la cocaïne. Fait que c'est relativement le même genre de principe au niveau des récepteurs de sérotonine puis de dopamine que des gens qui consomment de la cocaïne. Mais là, ça peut durer vraiment longtemps. Là, on parle de gens qui peuvent consommer ça pendant 5, 6, 7 heures de temps. Aspect psychologique, évidemment, il y a la gestion des émotions. Souvent, de ce que moi j'ai vu, puis de ce qui est beaucoup auto-rapporté par les hommes, c'est la gestion des symptômes dépressifs ou d'anxiété. Fait que les gens qui ont des... Puis, encore une fois, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Parce que quand on a une forme de dépendance, ben ça se peut que ça apporte des symptômes dépressifs de les autres affaires ont l'air beaucoup moins fun que ma consommation parce que ma dopamine est déjà à terre. Fait que c'est vraiment difficile d'avoir... si j'ai besoin, pour sentir quelque chose, j'ai besoin de monter ma dopamine ici, ben c'est sûr que quand je fais mes activités normales, ma dopamine est en bas ici, là. Fait que ça aussi, c'est encore la poule ou l'œuf, mais il y a des gens qui vont utiliser la pornographie pour gérer des symptômes d'anxiété ou de dépression ou de la gestion émotionnelle. Même, moi, j'ai vu beaucoup d'hommes au niveau de la colère aussi. Ben, je me sens frustrée, fait que plutôt que de pogner les nerfs ou plutôt que je sais pas moi, de me mettre à crier ou ben, je vais m'en aller dans un coin, puis je vais utiliser la masturbation pour... oh, ouais, fait que je vais utiliser la masturbation pour être capable de gérer ma colère ou mon émotion qui est très, très forte. Puis, ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit chez les gens qui ont commencé à l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est une période particulièrement difficile au niveau de la gestion émotionnelle. Fait que si, à chaque fois que ma mère me dit, ben, t'es en punition, t'avais pas d'affaire à faire ça, tu vas pas tes amis à soir, puis moi, je m'en vais dans ma chambre, puis je suis fâchée, puis je me masturbe, ben, je suis en train d'apprendre un petit peu ça comme étant un comportement qui va m'aider à gérer mes émotions parce que c'est soit je m'en vais me masturber, soit je crie après ma mère parce que moi, j'ai de la misère à gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Fait que je m'en vais dans ma chambre puis je fais ça à la place. Ou même les jeunes qui vont vivre de l'intimidation, qui vont avoir de la difficulté à se trouver des copines aussi, les hommes qui vont se sentir un peu plus isolés.
la masturbation, la pornographie, ça peut leur offrir un espace un peu plus safe de vivre une sexualité où est-ce que ils se rivent pas à toutes ces barrières-là sociales. Fait que ça peut être une gestion aussi au niveau de la séduction, puis de, de tout ce qui est rejet, vraiment beaucoup. Dans l'aspect psychologique, on veut particulièrement vérifier les facteurs de protection puis les facteurs de risque. Quand on parle de facteurs de protection, ben le réseau social, justement, est-ce que la personne est en contact avec ses amis? Est-ce qu'elle a toujours un bon lien avec sa famille peut-être? Est-ce qu'elle a des hobbies? On va aussi parler de l'éducation. Est-ce que j'ai reçu une bonne éducation sexuelle? Est-ce que à chaque fois que je nomme le mot sexe dans ma famille, tout le monde baisse les yeux à terre, puis se met de même, puis sont gênés, puis ils veulent pas trop en parler? Est-ce que j'ai été capable de trouver des professionnels pour m'aider par rapport à ça? J'ai-tu les moyens financiers aussi? Est-ce que mon environnement il était stable? Est-ce que j'ai grandi dans un environnement stable? Est-ce que là, mon environnement il est stable aussi? J'ai-tu plein de gens autour de moi qui s'en vont tout le temps? Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'amène une certaine stabilité? La pornographie, elle peut tout remplir ces rôles-là. D'aller vérifier les facteurs de protection un peu plus euh, réguliers, une bonne estime de soi. Évidemment, les gens qui consomment la pornographie, l'estime de soi, ça va être difficile parce que, comme je nommais tantôt, ben c'est des super stimuli, fait que c'est des traits exagérés de choses qui sont déjà désirables. Fait que si je passe des très longues périodes à consommer des gens qui me ressemblent pas, qui ont des traits qui sont favorisés par la société, qui sont vraiment à l'extérieur de comment moi je peux vivre les choses, où je peux me sentir, où je peux me percevoir, mais ça affecte beaucoup l'estime de soi, particulièrement si on écoute ça depuis qu'on est très jeune. Moi, j'ai eu tellement de questionnements sur c'est la fameuse grosseur du pénis, qu'est-ce qui est normal, est-ce que là, j'ai même des gens moi qui avaient des enjeux avec la consommation de pornographie qui venaient me voir pour des enjeux parce qu'ils considéraient qu'il y avait des éjaculations précoces, mais leur pénétration, leur érection a duré au moins 10 à 15 minutes. Fait on n'est pas là-dedans, sauf qu'ils sont habitués à avoir l'impression que ça devrait être super long, puis ils devraient faire ça pendant des heures, puis il y a vraiment des choses qui viennent affecter l'estime de soi, fait que ça a vérifié aussi dans les facteurs de protection. Facteurs de risque, ben, on est un petit peu à l'inverse. Dans les facteurs de risque, on a tout ce qui est une faible estime de soi, un environnement qui est peu stable, un manque d'éducation, un milieu où la sexualité est très taboue, des enjeux de santé mentale aussi. Parce que si on a des symptômes dépressifs ou de l'anxiété, mais qu'on n'a pas un milieu qui est très ouvert ou un milieu où on peut parler de ces choses-là, on va chercher des stratégies par nous-mêmes. Est-ce que vous voyez la diapositive de l'évaluation? Oui, parce que moi, je la vois pas. Je vais peut-être faire ça comme ça pour celle-là. Oui. Puis elle est venue toute noire. Difficultés sexuelles. Dans le fond, dans l'évaluation, ça, je sais que l'évaluation des comportements sexuels puis des développements de la sexualité, c'est un acte réservé aux sexologues. Mais je vous nomme quand même certaines petites choses parce que des fois, ça peut aider avec la référence. Si vous avez des gens qui viennent vers vous parce qu'ils ont ces enjeux-là, ça peut vous aider à voir un peu, OK, ça tourne-tu autour de ça ou puis je le réfère à quelqu'un qui serait formé là-dedans ou je peux moi-même prendre en charge la personne parce que ça n'a rien à voir avec la pornographie. Généralement, par mon expérience puis de ce que moi j'ai lu, la première porte d'entrée des hommes de venir consulter pour ça, c'est les difficultés sexuelles. Fait que les hommes, ils vont arriver, difficultés rectiles, diminution de libido, des orgasmes retardés, des éjaculations précoces. Évidemment, il faut vraiment faire attention à l'âge et à la médication. Là, si une personne est sur les antidépresseurs ou qu'elle prend des médicaments peut-être pour le diabète ou le cholestérol ou des choses comme ça, il faut vraiment faire attention puis demander de vérifier avec un médecin ou un neurologue avant de tout de suite aller vers oui, c'est sûrement parce que tu consommes de la pornographie. Difficultés érectiles, diminution de libido, orgasme retardé ou éjaculation précoce. On s'entend tous pour dire que la masturbation puis la sexualité avec quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose. Fait que si moi je me masturbe, mettons, 2 ou 3 fois par jour, ou que je me masturbe sur des longues périodes de temps, ben ça se peut que je fasse du edging.
qui est une pratique de retarder l'orgasme tout le temps pour pouvoir consommer encore plus, puis tout le temps se rendre à l'espèce de limite qui apporte une excitation puis qui apporte une dose de dopamine sans relâcher l'orgasme, ben là, ça se peut que j'ai des difficultés à avoir des orgasmes ou à éjaculer avec un ou une partenaire. Difficulté érectile, la force n'est pas la même. Fait que si, par exemple, on prend l'exemple des hommes, ben le serrer le pénis avec une main versus un vagin, c'est pas la même force, c'est pas le même, ce sera pas le même débit non plus. Tu peux pas aller aussi rapidement, tu peux pas aller aussi fort. Tu as d'autres choses à prendre en considération. Il faut que tu penses au plaisir de ta partenaire ou de ton partenaire. Il faut que tu réfléchisses à est-ce que moi je suis bien, est-ce que je suis confortable, est-ce que il y a tellement d'affaires qui sont différentes de la consommation que ça peut amener un effort d'avoir un rapport sexuel puis diminuer la libido. Tout est moins intéressant. C'est comme si tout est gris un peu tout le temps, mais quand on arrive à la porno, là, les couleurs y arrivent. Fait que, ça va amener des difficultés sexuelles, puis c'est souvent la porte d'entrée des gens qui viennent consulter. Fait une fois qu'ils viennent consulter ça, moi, je questionne la consommation de pornographie. Je la questionne systématiquement là, avec tout le monde. C'est pas juste si jamais ils ont des difficultés sexuelles, mais souvent, quand ils ont des difficultés sexuelles, puis je questionne la pornographie, ben là, je me rends compte que peut-être il y a des enjeux au niveau de la consommation. La première chose que je regarde, c'est le genre de pornographie consultée, puis la concordance avec les désirs réels de la personne, puis ce qu'elle regarde. Fait que, on a vu aussi naître au fil des années, il y a des études qui ont rapporté un peu un trouble obsessionnel compulsif de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité, dans le sens où les gens consomment la pornographie, ça va tout le temps plus loin, ils cherchent de plus en plus de dopamine, là ils vont se masturber, puis là m'amener, ils checkaient des vidéos, puis sont tombés sur une vidéo, sont hétérosexuels, mais sont tombés sur une vidéo d'hommes gays, puis là, ça vient frapper le tabou, ça vient donner une sensation, ça fait un pic, il y a un orgasme. Là, le cerveau, il dit cool, fais ça tout le temps à peur, ça va être vraiment nice, ça nous apporte exactement ce qu'on a besoin. Ben ça cause beaucoup de détresse chez la personne. Je suis-tu gay? J'ai-tu faut-tu que je check ça? Puis là, ça va les amener à avoir des comportements sexuels à risque, à aller peut-être vers des endroits où ils seraient pas allés, à pas s'informer nécessairement sur ces formes de sexualité-là, mais à juste essayer de reproduire qu'est-ce qu'ils ont vu dans la pornographie, ce qui est pas l'idéal non plus parce que les pratiques sont pas particulièrement sécuritaires dans la pornographie non plus. Fait que là, ils vont peut-être avoir aussi beaucoup de détresse, des difficultés à avoir des relations sexuelles avec leurs conjointes qui sont hétérosexuels, parce qu'ils vont dire, ben là, c'est parce que je suis aux hommes, faut que je pense à des hommes pour m'exciter, parce que sinon je suis pas capable d'avoir des rapports avec ma conjointe. Fait que ça peut causer beaucoup, beaucoup de détresse. C'est comme un gros écran de fumée qui se place, là, puis ils sont pas capables de traverser le brouillard, là. Fait que de vérifier un peu la concordance de ce qu'ils regardent versus qu'est-ce qu'ils veulent faire ou qu'est-ce qu'ils aiment, c'est la première étape. La quantité de pornographie consommée. Puis là, ici, j'ai mis pornographie puis pas masturbation parce que c'est vraiment important de diviser les deux. Il y a de la masturbation compulsive, mais la dépendance à la pornographie, oui, ça implique la masturbation, mais pas tout le temps. Des fois, dans la quantité de pornographie consommée, on va voir des gens qui vont juste mettre de la pornographie en background pendant 5-6 heures, pendant qu'ils font leur ménage, pendant qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de se masturber, mais il y a un besoin de consommer de la pornographie qui est là. Puis d'où la différence que je faisais au début un petit peu, souvent quand les gens ont de la dépendance à la pornographie, ils vont être mis dans l'hypersexualité ou dans la dépendance sexuelle. Mais un dépendant sexuel a souvent des enjeux avec la pornographie. Quelqu'un qui a des enjeux avec la pornographie est pas nécessairement dépendant sexuel. Parce que c'est vraiment deux enjeux séparés. Fait que vérifier un peu combien de fois, combien d'heures par semaine la personne utilise de la pornographie ou se masturbe avec la pornographie. Là, la pornographie, c'est pas mal. C'est pas la pire affaire qui existe. Là. Quand j'en parle, ça a l'air d'être la pire chose qu'on peut faire, là, mais c'est un peu du junk food sexuel. Fait que si quelqu'un vient voir une nutritionniste pour dire qu'il mange du McDo 3 repas par jour, ben la nutritionniste, elle va dire, écoute, t'es pas supposé manger du McDo 3 fois par jour. C'est correct du McDo 1 ou 2 fois par semaine, mais faut pas non plus tomber dans l'excès. Puis c'est vraiment cette détresse-là qui est causée, qui va être difficile qu'il va falloir évaluer puis qu'il va falloir accompagner les gens. Je vérifie ensuite les émotions en lien avec la consommation, avec les raisons qui amènent l'individu à consommer.
Est-ce qu'à chaque fois que je me pogne avec ma blonde, je m'en vais consommer? Est-ce qu'à chaque fois que j'ai une difficulté relationnelle avec un ami, je m'en vais consommer? Est-ce que des fois, ça va être consommation sur consommation? Est-ce qu'à chaque fois que je fume du pot, je m'en vais consommer? Euh, Est-ce que j'ai un diagnostic peut-être de neurodivergence ou de santé mentale, mais je prends pas de médicaments puis je m'auto-médicamente comme ça? Fait que vraiment, là, d'aller voir, mais quand est-ce que tu vas consommer? Est-ce que t'as un mode opératoire un petit peu? Est-ce qu'il faut que tu te caches? Est-ce que tu en parles aux gens? Ça, c'est vraiment important parce que si souvent, quand que tu gardes quelque chose pour toi puis que tu veux absolument pas en parler puis que tu veux pas que ta blonde ou ton chum il savent ou que tu es vraiment comme dans la cachette tout le temps, ça se peut qu'il y ait un pattern qui soit là, qui soit très, très fort. Ça veut pas dire qu'on est obligé de tout dire à notre conjointe, mais des fois, ça peut aussi amener des chemins un peu de sensibilisation dans la tête de oh ma blonde est partie, coup je vais aller me masturber. Puis le plus on fait ça, ben là c'est comme le chien de Pavlov un peu. À chaque fois que notre blonde a quitte, ben là on y va. On s'en va se masturber. Fait que moi je vérifie ça aussi. Puis encore une fois, symptômes dépressifs, symptômes d'anxiété sociale parce qu'au niveau de la science, c'est ce qui est le plus rapporté comme étant un enjeu. Euh, les pistes d'intervention. Fait que comment faire pour aider quelqu'un ou pour accompagner quelqu'un qui pourrait avoir des enjeux avec la dépendance à la pornographie. De un, trouver le déclencheur émotionnel. Fait que, s'il y en a un, évidemment, parce que comme j'ai dit tantôt, des fois, ils ont commencé ça vraiment jeune, puis on n'a pas vraiment de déclencheur émotionnel. Mais des fois, il y en a. Fait que de vérifier un petit peu ça. Trouver le déclencheur au niveau du chemin neurologique. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des gens que c'est pas la consommation en soi, mais c'est une action dans la consommation qui va les amener à compulser. Par exemple, de la recherche. Ben moi, je me mets à chercher tout le temps quelqu'un qui ressemble à ça. Fait que je pourrais juste consommer 15 minutes de pornographie puis passer à autre chose. Mais si je me mets à chercher, je sais pas moi, un homme avec des yeux bleus, ben là, je compulse, puis là, je peux passer 5-6 heures là-dessus. Télécharger des choses. Ça, moi, j'ai vu ça quand même assez souvent. J'ai besoin de télécharger des trucs. Fait que je peux regarder juste 15 minutes, je peux prendre une vidéo, la regarder, mais si je suis sur un site où le téléchargement d'images ou de vidéos il est possible, là, je me mets à tout télécharger. Là, j'ai des dossiers de sous-dossiers, puis là, de classer ça, de tout placer ça, c'est vraiment ça qui va me déclencher. Il y en a, comme je disais, des fois, des trucs un peu niaiseux, mais quand ma blonde a quitte, j'ai l'impression que j'ai juste ce moment-là, fait que je le fais directement. Fait que ça, c'est un déclencheur au niveau du chemin neurologique, comme un alcoolique qui passerait devant un bar. Puis c'est pas tous les alcooliques ou les consommateurs de drogue qui vont consommer de la même manière. Fait que les habitudes changent. Euh, ou même on peut le voir un peu comme les gens qui disent ah moi je fume une cigarette avec un café. Fait que là, à chaque fois qu'ils prennent leur café, ils trouvent ça dur de pas fumer une cigarette. Fait qu'il faut aller chercher c'est quoi le café de ces gens-là. C'est, avec la pornographie, comme c'est quelque chose de très, très, très intime, c'est vraiment dur parce que c'est super large. Est-ce que les gens qui fument la cigarette avec le café, c'est clair, là, tous les gens qui ont fumé la cigarette vont s'entendre pour dire que c'est un moment précis, puis c'est un truc précis de personnes qui fument la cigarette, mais avec les gens qui regardent la pornographie, là, même moi, là, j'ai des nouveaux clients des fois, puis c'est pas un déclencheur auquel j'aurais pensé. Là. C'est la personne qui finit par raisonner puis par le voir, mais j'en ai vraiment vu de toutes sortes. Là. Identifier les freins et les accélérateurs. Fait que mes motivations. Fait que si j'arrête de consommer de la pornographie, pourquoi? Souvent, moi, j'invite les gens à avoir, mettons, dans leur portefeuille ou dans leur téléphone, 3 raisons qui les motive à arrêter de consommer. Par exemple, avoir une meilleure relation avec ma partenaire. Des fois, il y en a qui vont avoir des raisons physiques parce que ça leur cause du stress au niveau du pénis, puis ça peut causer des plaies, des blessures. Fait que garder une bonne santé sexuelle. Fait que identifier vraiment les freins, puis identifier les accélérateurs / les déclencheurs. Fait que c'est quoi qui me déclenche? Puis ça, le plus possible, j'essaie d'en parler autour de moi, aux gens qui sont proches de moi, si j'ai une dépendance à la pornographie. Il y a ça qui me déclenche. Fait que ça veut pas dire que le meilleur exemple que j'ai, là, je sais pas si y en a qui vivent à Montréal, là, sûrement, mais il y a le gros panneau 140 de la Dame de la vie en rose. Là.
Puis moi, je pensais pas que c'était un problème, mais il y a au moins 4-5 personnes qui m'ont parlé de ce maudit panneau-là. Puis là, ils m'ont dit, je fais quoi quand je le croise sur l'autoroute, ce panneau-là? Je peux pas appeler la vie en rose pour qu'il enlève le panneau puis que on n'ait plus besoin de le voir. Mais dans le fond, c'est qu'une fois que tu connais les accélérateurs, fait que tu le sais que la madame de la vie en rose sur l'autoroute, ben, elle va te déclencher puis elle va peut-être te donner envie de consommer. C'est là qu'il faut faire recours à tes freins que tu mets en place qui sont proches de toi. Fait qu'il faut que tu connaisses les accélérateurs pour que quand les accélérateurs arrivent, tu tombes dans le jaune de oh, je serais peut-être en danger d'aller consommer, mais que tu sois capable de revenir plus vers le vert en allant chercher tes freins, tes motivations, tes objectifs. Retirer les applications, mettre un bloqueur. Ça, souvent, je me fais dire ouais, mais là, on est capable de l'enlever, c'est nous qui l'a mis. Effectivement, 100%, vous connaissez le mot de passe. C'est juste que ça donne un moment supplémentaire de réflexion. J'ouvre mon téléphone, j'écris le site, puis là, mon téléphone va me dire hey, fais pas ça. Puis le lobe préfrontal, il est quand même affaibli quand on a eu une dépendance. C'est souvent ce qu'on appelle le manque de volonté chez les consommateurs. C'est vraiment qu'il y a un petit voix derrière la tête qui dit go, 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 consomme, 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 consomme. Puis le lobe préfrontal, il dit, habituellement, il est capable de dire, hey, c'est pas le bon moment ou hey, non, on fait pas ça tout de suite. Mais là, il est pas capable. Il est affaibli par plusieurs années de dépendance. C'est difficile pour lui. Fait qu'on lui donne un petit coup de pouce en lui rappelant que, hey, non, t'es pas supposé consommer. Fais attention avec ça. Ça, faut faire aussi attention parce que y a des gens qui peuvent le voir comme un défi. J'ai mis les gens qui jouent aux jeux vidéo, aussi les personnes neurodivergentes ou les gens avec des troubles d'opposition. Fait que si je mets un bloqueur pour que ça me le rappelle, puis que là, je m'envoie après pour essayer de me déjouer moi-même, ben le bloqueur va me donner aussi de la dopamine puis va contribuer à mon addiction. Compter les jours d'arrêt. Fait que ça peut aider parce que avoir un calendrier avec des X, des fois, les gens, ça les rend très, très fiers de voir ça. Ce que ça peut faire, par exemple, c'est qu'on peut rentrer dans le piège du binge un peu. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si je compte les jours d'arrêt, mais là, qu'il y a une journée que, hop, je slip un peu, puis quelqu'un m'a envoyé une vidéo, puis là, ben, ça m'a excité, puis je l'ai regardé 3-4 fois la vidéo, mais j'aurais pas dû. Fait que là, aujourd'hui, c'est une journée techniquement où je peux pas faire de X. Fait que tant pis. C'est un peu comme les gens qui ont des difficultés avec le binge eating. Je vais manger tout ce que je trouve. Je serai sage demain. Demain, je recommencerai avec mes X. Demain, je reviendrai à zéro. Mais le dommage qu'une journée comme ça peut faire est aussi grand que si on avait diminué la consommation tranquillement. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Réarranger le décor, l'horaire, l'environnement. C'est vraiment pour changer les chemins mentaux. Si ton bureau il est installé d'une certaine manière, change de place. Si ton ordi est dans une pièce fermée, c'est toujours là-dessus que tu vas pour consommer, change de pièce, mets-le peut-être dans le salon. Fait que s'il y a d'autres gens qui sont là, ça va te garder responsable un petit peu de ta consommation. Changer l'horaire aussi, fait que t'assurer que peut-être qu'avant, tu avais même planifié ton horaire en fonction du fait que tu étais facilement 4 à 5 heures chez vous toute seule avant que ta blonde arrive. Ben, essaie peut-être de modifier cet horaire-là pour avoir des choses à faire, pour te donner des hobbies, pour prendre des activités, pour éviter ces moments-là ou éviter de redéclencher ces pensées-là ou ces déclencheurs-là. Il y a l'extinction volontaire. Ça, c'est à faire avec prudence, mais généralement, les gens qui veulent savoir où ils sont rendus, parce que pour la consommation de pornographie, on est à peu près à 18, on parle de 18 mois pour un sevrage complet. Fait que les premiers mois, ça se peut qu'il y ait complètement de perte de libido, puis ça, c'est vraiment difficile, mais après ça, ça va de mieux en mieux. L'extinction volontaire, c'est quand on veut réessayer de voir si on est correct. Ça, faut le faire quand on est accompagné par un professionnel le plus possible. Mais on va ouvrir un site, puis on va regarder, puis on va le refermer. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le message au cerveau de j'ai pas besoin de ça. T'as vu, je l'ai regardé, je me suis assise devant, puis je l'ai fermé. Fait que le cerveau fait OK, fait que je vais peut-être arrêter, je vais peut-être t'envoyer moins d'images, ou je vais peut-être essayer de moins t'envoyer des déclencheurs. Ce qui fonctionne bien aussi pour les déclencheurs, c'est la visualisation. Fait que quand le cerveau il envoie une image, on fait un X rouge dessus. Ça marche bien. Tenue d'un journal des cravings, des émotions puis des fiertés. Évidemment, si vous travaillez en intervention, les tenues d'un journal, c'est vraiment un très, très bon outil pour aider n'importe qui essaie de régler un problème au niveau de la santé mentale. Gestion du stress et de l'anxiété, fait exercice socialisé, aller chercher de la dopamine ailleurs. Se rappeler que faire un parcours puis faire des étapes pour aller chercher de la dopamine, c'est beaucoup plus satisfaisant à long terme que d'aller chercher du McDo à chaque jour.
Fait que se faire un bon repas, oui, c'est pas j'allais faire les courses, puis de se faire à manger, puis de tout faire la vaisselle après. Sauf que le repas que tu manges, il va t'amener une satisfaction qui va te permettre de prendre soin de toi, puis de faire attention peut-être, puis même de trouver du plaisir dans les différentes étapes que tu fais. Trouver des buts, fait des nouvelles activités, des buts, essayer de pas se lever le matin en étant un peu correct de se reposer, là, mais de pas comme errer. Fait au moins une fois par jour, je me dis, OK, aujourd'hui, mon objectif, ce serait ça. Puis d'accomplir des buts parce que c'est vraiment l'accomplissement, un peu comme des levels dans les jeux vidéo, c'est vraiment l'accomplissement de petits buts à long terme qui va réparer la relation avec la dopamine, là, puis qui va aider les récepteurs un peu de sérotonine puis de dopamine à retrouver une stabilité qui est produite juste par le corps puis pas par un stimuli extérieur. Puis soyez créatifs. Les gens en ont beaucoup parlé. Faire des arts, faire des choses comme ça, des présences attentives, c'est vraiment des bonnes stratégies. J'ai skippé aussi, mais il y a des forums. Ça, c'est super intéressant. Il y a le NoFap sur Reddit. Ça, c'est contre la masturbation. Il y a beaucoup de gens qui avaient des problèmes de consommation de pornographie qui vont là-dessus. Il y a Brain on Porn aussi. On n'en a pas beaucoup en français, par exemple, là, mais il y a des subreddits où il y a des choses comme ça où on peut aller parler de comment nous on se sent par rapport à ça avec d'autres gens qui ont vécu des enjeux avec ça. Mention spéciale de prévention sur les enfants. Je sais pas si on a temps, on a plus le temps, hein? Tu peux terminer, Janie. Okay. Ben, dans le fond, maintenir un environnement sans porno, développer une relation sensible et attentive et soigneuse avec votre enfant, des conversations régulières à propos de ce que l'enfant peut rencontrer pour vraiment bien l'encadrer, puis lui montrer que quand il va se priver à des choses nouvelles, il va pouvoir venir nous en parler. Une attitude positive par rapport à la sexualité, puis aux limites slash l'intimité, là, quand l'enfant il vient vers nous pour parler de sexe, ou tu sais, des fois, il y en a qui disent une drôle d'anecdote, là, il y a une amie à moi avec des enfants qu'elle elle m'avait contactée parce qu'elle me dit mon enfant, il baisse ses pantalons, il monte ses fesses à tout le monde. C'est normal? Y a-t-il quelque chose de pas correct? Puis là, j'ai dit, ben, comment vous réagissez quand il monte ses fesses? Mais il rit, tout le monde est un peu mal à l'aise. Fait que l'enfant, il trouve ça drôle de montrer ses fesses, il comprend pas qu'il est pas supposé montrer ses fesses. Fait que si, à chaque fois que l'enfant parle de sexualité ou amène quelque chose de sexuel, on est comme sur le bout des pieds, puis on rit un peu jaune, puis on n'est pas confortable, ben, il va aller chercher cette information-là ailleurs parce qu'il a besoin de l'avoir, cette information-là. Fait que c'est peut-être là qu'il va commencer à moins nous en parler parce qu'il veut pas nous rendre mal à l'aise. Puis les enfants, ils sentent ça vraiment beaucoup quand ils nous rendent mal à l'aise. Euh, Fait que d'essayer le plus possible de valider sa curiosité, de lui donner l'espace d'être curieux par rapport à ça, euh, de les encourager à vous parler du matériel sexuellement explicite qu'ils vont rencontrer. Je suis tombée là-dessus, ça s'appelle comment? C'est sûr qu'il y a des manières de parler à un enfant, là, on ne dit pas on ne va pas non plus aller dans des choses très explicites, mais on peut y expliquer, écoute, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Puis c'est une bonne manière d'aborder les enjeux qui sont en lien avec ça. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec modération parce qu'il y a des gens qui ont de la dépendance à ça. Il y a des enjeux au niveau la manière que les femmes sont traitées là-dedans, c'est pas réaliste. Ou la performance des hommes n'est pas réaliste non plus là-dedans. C'est vraiment une mise en scène, c'est un spectacle. Puis de tout de suite l'éduquer puis l'informer sur les messages qui sont erronés mais qui sont transmis par la pornographie puis sur les risques que ça peut avoir puis de parler aussi de tout ce qui peut être préoccupant socialement. Là. Fait j'ai mis abus, addiction et ITSS. Abus, ben, est-ce que c'est un adulte qui t'a montré cette pornographie-là? Fait est-ce que c'est important que, parce que ça arrive souvent dans les contextes d'abus, ou est-ce que pour tenter le terrain, un peu, c'est comme la première porte d'entrée. Il va lui montrer de la pornographie, ou il va lui montrer on va mettre un film, bien, je te montre, puis là, il voit un peu comment l'enfant réagit, il tente le terrain un petit peu. Fait que ça peut être à vraiment, ça va favoriser le fait que l'enfant vienne vous en parler indépendamment du lien qu'il y a avec la personne qui lui a montré la pornographie. Puis, si vous ne sentez pas que vous êtes la bonne personne pour l'enfant ou s'il y a des enjeux avec l'enfant à ce niveau-là, il y a plein de ressources là, pour les enfants qui permettent de s'éduquer sur la sexualité saine, sécuritaire. Je pense à Marie-Vincent d'emblée. Là, ils ont plein de petits pamphlets, ils ont plein de des petits trucs sur leur site Internet. Fait que ça aussi, ça peut être vraiment intéressant.
Je l'ai mis ici. Moi, j'ai fait une petite formation de ça sur mon site. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous l'ai mis ici. Vous pouvez aller voir. Vous avez besoin de référer des gens, vous avez des questions sur le sujet ou des choses qui vous préoccupent peut-être ou n'importe quoi. Vous pouvez me contacter là, par mon courriel. J'ai mis mon numéro de téléphone aussi, appel ou texto. Je réponds un petit peu moins aux appels, mais courriel, texto, tout ça, ça fonctionne très bien. Ou même, vous pouvez faire une demande via mon site aussi, là, si jamais il y a quoi que ce soit. Bibliographie, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin puis de voir un peu les différentes études qui sont citées puis qui ont été nommées. Je vais arrêter le partage. Bravo, Janie. Merci beaucoup pour cette belle présentation, fort intéressante. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a quelques personnes qui ont adressé là, des questions dans le clavardage, mais il y a aussi des personnes qui vont prendre contact avec toi sans doute parce qu'ils désirent parler de certaines situations avec toi. Pierre Rivard a levé la main pour t'adresser une question. Donc, Pierre, sans plus tarder, je te passe le micro et la caméra. Merci. Salut, Janie. J'ai habité plusieurs années aux États-Unis, puis le terme que moi je connaissais, c'était sex addict. Mais là, toi, c'est spécifique à l'accrochage à la pornographie. Est-ce que tu peux parler brièvement de la différence, là? Il y a plusieurs catégories d'accrochage au sexe. Là, je parlais, moi, ce que je voyais, c'était des hommes qui étaient accrochés aux prostituées, les danseuses, coucher avec le plus de personnes possible. Ouais. Ça, c'est répertorié. Comme je disais au début, c'est comme enjeu au niveau de la santé sexuelle puis la santé mentale, c'est répertorié dans le DSM. C'est de la dépendance à la sexualité, c'est des sex addicts, justement. Euh, puis comme je disais tantôt, c'est que les sex addicts, souvent, ils vont avoir des enjeux avec la pornographie parce que il y a vraiment une idée de consommer le plus de sexualité possible, de toutes les manières, de toutes les formes. Mais les gens qui sont dépendants de la pornographie sont pas nécessairement dépendants de la sexualité. Parce que c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus complexe, ben pas plus complexe, mais c'est vraiment différent la dépendance à la pornographie parce que ça relève pas nécessairement d'un besoin ou d'une compulsion dans de la sexualité. C'est vraiment le contenu qui est fait dans un bel emballage, qui stimule exactement les bonnes affaires, qui va amener à aller de plus en plus loin ou qui va aider à gérer les émotions. Mais toutes les stratégies qu'on a vues aujourd'hui peuvent être utilisées avec une personne qui est sex addict, mais les sex addicts, moi, de ce que j'ai vu, euh, il y a beaucoup de couches, puis il y a plus de services aussi. Il y a beaucoup plus de services parce que c'est reconnu, ça. Il y a les sexoliques anonymes au Québec. Ça, puis tu sais, moi, j'ai essayé de référer des gens dépendants à la pornographie dans les sexoliques anonymes, puis ils se sont pas retrouvés, là. T'sais, moi, les hommes, ils m'ont dit, je me sens pas à ma place. C'est parce que moi, ça va pas jusque-là, c'est pas ça qui m'intéresse. Puis souvent, la pornographie, ça va être des gens plus isolés. C'est vraiment différent, là, les deux. Là. Les dépendances sexuelles, ça peut aller dans un tout autre extrême là, qui est d'avoir plusieurs agendas, puis justement d'avoir d'aller voir les prostituées. Ça peut être vraiment... c'est beaucoup de comportements sexuels à risque, là, contrairement aux dépendants à la pornographie. Là. Mais merci. De rien. Mais Joël qui veut poser une question, mais son micro ne fonctionne pas, Janie. Donc, elle pose la question suivante, à savoir si c'est possible d'avoir une approche par la réduction des méfaits au lieu d'une approche par l'abstinence totale. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que je travaille le plus. Souvent, pour commencer, de tout arrêter, c'est bien parce qu'une extinction complète, ça permet de retrouver les sensations au niveau de la sexualité. Parce que la majorité du temps, les hommes, ils viennent me voir parce qu'ils ont des enjeux au niveau de la sexualité avec leur conjointe, puis ils se rendent compte que là, on se rend compte que la consommation de pornographie est peut-être en jeu, puis ils vont essayer. Moi, ce que je leur suggère souvent, c'est essaye une semaine, parce qu'il y a personne qui a envie de te dire t'es dépendant à la pornographie. Fait que je leur dis essaye une semaine, essaye d'arrêter, vois comment ça file. Puis là, ils vont revenir puis ils vont me dire je suis pas capable, ça m'a rendu obsessif, tout ça. Puis là, ils vont se rendre compte que c'est un enjeu. On peut le diminuer tranquillement. On peut aller dans parce que les méfaits, souvent, c'est plus des conséquences qu'eux, ils vivent. Ça n'a pas beaucoup de conséquences sur
la relation avec les autres, c'est beaucoup dans l'intimité, c'est beaucoup caché. C'est pas comme quelqu'un qui rentrait chez eux tous les soirs. Fait que les conséquences, ça vient vraiment jouer dans leur masculinité. Fait qu'ils vont vouloir arrêter. Moi, j'ai pas rencontré personne qui veut euh, j'ai vraiment pas rencontré personne qui voulait pas arrêter en sachant les impacts que ça avait, puis généralement, il y arrive, là. Euh, Mais oui, une approche de réduction des méfaits, ça peut très bien fonctionner aussi. Bon, merci. Stevenson pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre la consommation de pornographie et la consommation d'images liées à la nudité ou à la sensualité? Puis il utilise l'exemple que tu as mentionné du panneau sur la 40 de la vie en rose. Ben, c'est sûr que quand on parle de dépendance, on va parler de détresse associée aussi. Fait que, oui, il y a une différence. Puis on voyait moins ça, la dépendance, d'où le fait que le terme n'a pas été très populaire, là. On en voyait moins quand que, mettons, c'était les Playboy ou les affaires de même que les gens y regardaient. Parce que c'est pas en mouvement, l'image est fixe, l'image est là. Mais ça peut être une très, très grosse porte d'entrée, particulièrement si c'est des images ou des courtes vidéos ou des petites choses qui sont consommées via les réseaux sociaux qui peuvent nous amener à aller consulter de plus en plus de contenu. Tu sais, je pense les hommes, quand ils s'inscrivent sur genre TikTok ou Instagram, là, leur feed, c'est presque juste ça avant qu'eux, ils s'abonnent puis ils changent leur algorithme. Là. Du moment que tu coches homme sur l'application, l'algorithme est comme tout le monde des madames. Fait que ça prend pas de temps. Fait que c'est pas nécessairement une addiction tout le temps, mais les images fixes ou les liées à l'érotisme ou à la sensualité, ça peut mener à ça. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir une relation comme ça avec la pornographie, là, vraiment pas. Là. C'est bon. Peut-être une dernière question parce que le temps file. En tout cas, tu as beaucoup de commentaires et beaucoup de félicitations dans le chat, Janie, vraiment bravo. Il y a Cossi qui pose la question, est-ce qu'il existe des bienfaits à la consommation de la pornographie? Tout à fait. 100%. Comme je disais tantôt, parce que chaque fois que j'en parle, j'ai l'air d'être comme une advocate contre la pornographie, là, mais ça a plein, plein de bienfaits, la pornographie. Euh, Déjà, les femmes, des fois, qui ont de la misère à avoir des construits au niveau du désir, fait qu'ils disent, ben, j'ai pas de fantasme, j'ai pas d'idée de ce que j'aime, je le sais pas. Et moi, je vais les référer, là, vers de la littérature érotique, des podcasts érotiques aussi. Il y a fantasy, fait que c'est plus de l'audio érotique. Parfois d'aller voir de la pornographie, il y a des choses qui les intéressent. Il y a des sites de pornographie aussi faits par et pour les femmes que moi je réfère souvent les gens parce que l'érotisme, la sensualité, le contact entre les gens, il est extrêmement intéressant pour des gens qui voudraient développer un univers fantasmatique plus élaboré. Fait il y a des bienfaits à la pornographie. Puis, comme je disais tantôt, c'est plus du fast-food textuel. Puis même dans l'approche de réduction des méfaits, là, on peut utiliser les trucs érotiques, les nouvelles érotiques, la lecture, des choses comme ça peut être une bonne approche aussi, mais il y a plein, plein de bienfaits à la pornographie. Là, c'est pas mal, c'est juste que faut pas consommer ça, faut pas manger du McDo 3 fois par jour. C'est vraiment juste ça, là. C'est bon, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si des personnes veulent prendre le micro, la caméra pour poser leurs questions. Je ne vois pas de main levée, donc merci encore une fois beaucoup, Janie. Ça a été vraiment fort intéressant, puis tu as très bien fait ça, vraiment bravo. Il y a Myriam. Bonjour Myriam, une petite dernière avant qu'on reprenne l'après-midi. Oui, minuit moins une, j'ai un cas en ce moment qui me fait beaucoup réfléchir, le volet neurologique de la dépendance à la pornographie. Tu sais, on a beaucoup plus été formé par rapport à tout ce qui est psychologique, puis le neuro, on dirait qu'il m'échappe. Je voulais savoir si tu avais déjà vu des concomitances souvent entre la dépendance à la porno puis le gambling en ligne. Parce que mon client présente les deux, on dirait comme dans la recherche, dans cette excitation-là qu'il va chercher. C'est quelque chose que tu as vu? Oui. Ah oui, c'est relativement les mêmes. Euh, ben, j'ai lu beaucoup en anglais, ça se dit en français, mais les mêmes pathways, là, c'est relativement les mêmes au niveau de la neurologie. Là. Puis si tu lis un petit peu en anglais, là, il y a un livre super intéressant qui s'appelle Your Brain on Porn. Puis ça, en fond, c'est vraiment tout ce qui est neuropsychologie. Fait que si tu veux plus d'informations là-dessus, mais ça se ressemble énormément au gambling, particulièrement en ligne, là, les pokers, puis tout ça, là, sont faits comme ça. Même
certains jeux vidéo, là, League of Legends ou des choses comme ça, là, c'est fait exactement dans le même format pour créer le même genre d'addiction. Trajectoire. Merci. Hmm. Ouais. Ben, merci. Merci encore une fois, Janie. Je vous remercie aussi beaucoup pour votre participation, votre présence, tout ça. Je rappelle que d'ici vendredi, vous allez recevoir la communication avec le contenu de la présentation en fait, le lien vers l'enregistrement de la conférence midi également aussi, puis votre attestation de participation. J'en profite pour vous souhaiter une excellente période des fêtes. La prochaine conférence midi est le 27 janvier prochain, donc on va faire notre promotion là, à partir avec la nouvelle année. La conférence midi va porter sur les outils qu'on a développés au cours des derniers mois en prévention du suicide auprès des hommes. Donc, ça va être donné en collaboration avec le Centre de prévention du suicide de Montréal. Donc, merci à vous. Merci encore une fois, Janie. Puis, au plaisir de vous voir en janvier. Merci. Merci beaucoup tout le monde.